Septembre 1941. Un ennemi invisible pour les services de renseignement britanniques surgit de nulle part. Lors de leur premier affrontement, pas un seul pilote allié ne survit. Et le plus étrange, c'est que personne ne parvient à expliquer comment il a fait. Ce qui semblait être un chasseur ordinaire cachait un secret de conception si brutal que, pendant des mois, il a transformé le ciel en un territoire interdit pour les Spitfire. Jusqu'à ce moment, le Bf-109 avait été l'ennemi à abattre et le Spitfire Mark V, votre arme pour équilibrer le combat. Vous pensiez que cet équilibre se maintenait, mais ce jour-là, vous avez découvert que l'avantage avait changé de camp. Ces nouveaux chasseurs étaient plus rapides, plus maniables, et semblaient, d'une certaine manière, anticiper chacun de vos mouvements. Et le plus inquiétant, vos supérieurs ne savaient ni ce qu'ils étaient, ni comment les arrêter. Certains rapports de renseignement, désespérés de trouver une explication, assuraient qu'il s'agissait d'un avion français modifié, mais la réalité était plus troublante. Ce n'était pas un ancien modèle recyclé, mais un prédateur né pour vous chasser. En l'espace de quelques semaines, ces apparitions se sont multipliées et avec elles, les pertes de pilotes alliés. Dans chaque duel, ils semblaient jouer avec vous avant de finir le travail. Mais ce que personne à la RAF ne pouvait imaginer, c'est que sous ce fuselage se cachait un secret de conception qui non seulement le rendait mortel, mais aussi presque impossible à abattre. Un secret qui, par un coup du sort, finirait par se révéler de la manière la plus improbable, grâce à une erreur humaine qui mettrait le chasseur le plus redouté de la Luftwaffe directement entre les mains de l'ennemi. À la fin des années 1930, l'Allemagne cherchait plus qu'un simple remplaçant pour le Bf-109. Il voulait un chasseur capable de résister au feu ennemi et de continuer à voler. C'est dans ce contexte qu'un ingénieur est apparu avec une idée qui semblait folle, Kurt Tank. Alors que le reste du monde misait sur des moteurs plus petits et plus aérodynamiques, Tank proposa un énorme moteur en étoile, plus lourd, plus volumineux, moins élégant et, selon beaucoup, un suicide pour un chasseur. Mais ce que peu ont compris à ce moment-là, c'est que ce moteur n'était pas fait pour être beau dans un hangar. Il était fait pour survivre à l'enfer. Le BMW 801, avec ses 14 cylindres et sa puissance, pouvait continuer à fonctionner même après avoir reçu des impacts qui auraient transformé n'importe quel autre chasseur en ferraille flottante. Il ne dépendait pas d'un système de refroidissement délicat, donc un seul tir dans le radiateur ne le condamnait pas. Pour un pilote de chasse, cela signifiait une chose, une marge pour tout risquer. Mais le moteur n'était que le début. Le FW-190 a été conçu en pensant à la guerre totale. Facile à réparer sur des pistes improvisées, résistante aux mauvais traitements et doté d'un cockpit offrant une visibilité enviable. C'était un avion fait pour qu'un pilote novice puisse voler et survivre, et pour qu'un vétéran puisse le transformer en une arme imparable. Ce que personne en dehors de l'Allemagne ne savait alors, c'est que cette machine allait non seulement changer les règles du combat aérien, mais aussi humilier publiquement la RAF sur son propre territoire. De l'extérieur, le FW-190 imposait déjà le respect, mais sa véritable menace résidait dans ce qui n'était pas visible à l'œil nu. Tandis que les Spitfires dispersaient leurs mitrailleuses dans les ailes, obligeant leurs projectiles à converger en un point exact,
À une distance spécifique, le FW-190 concentrait la majorité de son armement sur l'axe central, tirant à travers l'hélice avec un mécanisme de synchronisation millimétrique. Le résultat, un jet de feu précis et mortel qui ne perdait pas de son efficacité avec la distance. Dans les duels aériens, cette différence était dévastatrice. Un pilote de Spitfire pouvait vider ses chargeurs et à peine effleurer la cible. Un pilote de FW-190, en revanche, pouvait déchiqueter un avion ennemi avec une courte rafale. Et si cela ne suffisait pas, les versions ultérieures ajoutèrent des canons supplémentaires dans les ailes extérieures, multipliant la puissance de feu à des niveaux que les Britanniques considéraient comme excessifs jusqu'à ce qu'ils s'y retrouvent confrontés. Le cockpit du 190 était un autre coup de génie. Une verrière en bulle qui offrait une visibilité presque totale, sans les montants d'épée qui limitaient le champ de vision dans d'autres chasseurs. Les commandes étaient conçues pour être intuitives, réduisant le temps de réaction en plein combat. De plus, un système de gestion automatique du moteur libérait le pilote de la tâche d'ajuster le mélange de carburant en fonction de l'altitude, lui permettant de se concentrer sur ce qui importait vraiment, abattre l'ennemi avant que celui-ci ne puisse même viser. À moyenne et basse altitude, le FW-190 était un prédateur parfait. Il grimpait plus vite, piquait avec un meilleur contrôle et pouvait virer de manière plus agressive sans perdre sa stabilité. Dans ces conditions, le Spitfire Mark V était désavantagé dès la première seconde. Les pilotes alliés ont commencé à se rendre compte que, à armes égales, gagner un combat contre un FW-190 exigeait plus que de l'habileté. Il fallait de la chance. Mais le plus inquiétant était le sentiment que cet avion avait été conçu pour anticiper et exploiter chaque faiblesse de l'ennemi. Il n'était pas simplement plus rapide ou plus puissant. Il semblait être pensé pour que toute rencontre avec lui soit une chasse et que le Spitfire soit toujours la proie. Ce que la RAF ne savait pas, c'est que très bientôt, un accident mettrait à jour un point faible du prédateur le plus redouté de la Luftwaffe, un point que personne n'avait imaginé. Juin 1942. Le ciel au-dessus de la Manche est couvert de nuages bas. Au milieu de ce gris interminable, un jeune pilote allemand nommé Armin Faber vient de vivre ce dont tout aviateur rêve, abattre un ennemi en combat rapproché. Le Spitfire qu'il poursuivait tombe à la mer et lui, euphorique, entreprend le vol de retour vers sa base. Du moins, c'est ce qu'il croit. Au milieu des nuages, l'orientation devient trompeuse, un virage mal calculé, un cap mal interprété. Et Faber ne se dirige pas vers la France, mais vers l'Angleterre. Il ne le sait pas. Aucun radar pour l'avertir. La seule chose qu'il entend est le rugissement constant du moteur BMW 801, comme un animal qui ne sait pas qu'il entre dans la cage d'un autre. Quelques minutes plus tard, il aperçoit une piste d'atterrissage. Le carburant est bas. La décision était rapide, descendre. Il abaisse le train d'atterrissage, s'aligne sur la piste et touche le sol en douceur. C'est un atterrissage parfait, digne d'un manuel, sauf qu'il n'y a pas de mécaniciens allemands qui l'attendent. À leur place, un groupe de soldats britanniques court vers lui, certains avec le doigt sur la gâchette. La confusion dans ses yeux dure une seconde, la même seconde qu'il lui faut pour comprendre qu'il a commis la plus grande erreur de sa vie. Cet instant est un tremblement de terre silencieux
dans la guerre aérienne. Le chasseur le plus redouté par les pilotes alliés est maintenant intact, stationné en territoire ennemi. Pas un seul impact, pas une seule égratignure, comme s'il avait été livré sur un plateau d'argent. Et le plus ironique, c'est que le haut commandement allemand avait donné des ordres stricts de ne pas survoler la Manche pour éviter précisément cela. En quelques heures, des ingénieurs et des techniciens britanniques se jettent sur la machine. Chaque vis, chaque câble, chaque rivet est analysé. Ils découvrent sa puissance de feu, sa résistance et, surtout, son talon d'Achille, une faiblesse à haute altitude qui était jusqu'alors inconnue. Cette information, obtenue par un accident, serait l'étincelle qui accélérerait le développement du Spitfire Mark IX, le seul capable de faire face aux FW-190 et 170. Ce qui a commencé comme une erreur de navigation finirait par changer l'équilibre dans les cieux d'Europe. L'été 1942 marqua l'apogée de la terreur que le FW-190 semait dans les cieux. Des patrouilles entières de Spitfires disparaissaient en quelques minutes. Les pilotes britanniques commencèrent à craindre non seulement le combat, mais le simple fait d'en rencontrer un. Dans les briefings, la même phrase se répétait: « Si vous voyez un 180 d'Archandie, ne l'affrontez pas seul. » Et pourtant, beaucoup n'eurent jamais la chance de fuir. À moyenne altitude, le chasseur allemand semblait jouer avec eux, s'approchant par des angles morts, tirant des rafales mortelles et s'éloignant sans laisser de possibilité de riposte. Le moral de la RAF commençait à se fissurer. Comment vaincre un ennemi qui semblait conçu pour exploiter chaque faiblesse? Comment maintenir le ciel britannique en sécurité quand la menace arrivait sans être détectée et disparaissait tout aussi vite? Chaque mission ressemblait à une roulette russe et chaque retour à une victoire improbable. À ce moment-là, la guerre aérienne était perdue, ou du moins, c'est ce qu'ils croyaient. La capture du FW-180, 10 d'Armin Faber, fut le tournant. L'étude détaillée de la machine révéla le talon d'Achille que personne n'avait imaginé, ses piètres performances à haute altitude. Avec cette information, les ingénieurs britanniques accélérèrent le développement du Spitfire Mark IX, un chasseur qui pouvait l'affronter d'égal à égal sur son point faible. Le vent commença à tourner. Le FW-190 est resté mortel, s'adaptant à de nouveaux rôles et combats, mais il n'était plus le chasseur sans rival qui avait dominé le ciel. Ce qui avait commencé comme un cauchemar sans réponse se transforma en un duel équilibré. Et bien que la silhouette du 180 Xiong-10 ait continué d'inspirer le respect et la peur jusqu'au dernier jour de la guerre, son règne absolu prit fin le jour même où son plus grand secret fut découvert. Le chasseur qui terrorisait les Spitfires avait été vaincu, non pas par plus de puissance de feu, mais par l'information. Et si vous pensez que les Spitfires étaient surprenants, c'est parce que vous ne connaissez pas encore les destroyers de la classe Fletcher qui ont gagné la bataille de Samar pour conquérir le Pacifique. Dans la vidéo qui apparaît à l'écran, nous vous montrons les stratégies navales utilisées par les destroyers dans la bataille brutale et violente de Samar.